juste pour donner peut-être quelques éclairages, quelques points d'appui et peut-être des perspectives pour la suite. Donc j'ai essayé de me resituer par rapport à un premier schéma, qui est le schéma que vous avez en matière de développement durable pour la journée d'aujourd'hui, les 6 thématiques que vous avez retenues. Puisqu'en fait, ces thématiques, elles font vraiment partie du focus du développement durable depuis, j'allais dire, ses origines. Au sens où tout ce qui est économie sociale et solidaire entre bien dans la sphère de l'économie. Tout ce qui est mobilité, tout ce qui est habitat, tout ce qui est aménagement rentre dans un volet social. Et puis tout ce qui touche l'alimentation, les ressources en eau, sont dans le volet plutôt environnemental, si ce n'est qu'on le sait bien. L'exercice du développement durable, c'est sans arrêt de faire s'entrecroiser les sphères, donc rien n'est défini par la courbure des sphères. Je dirais même que c'est toujours des pointillés. On est toujours en train de, entre guillemets, transgresser les limites, puisque dès qu'on touche l'alimentation, on l'a vérifié avec vous, on touche le volet social, le volet économique, le volet environnemental, le volet aménagement. Bon. Et donc, à vouloir faire des catégories trop fermées, trop closes sur elles-mêmes, on manque la vision transversale et la vision interdisciplinaire ou intersectorielle, tout ce que vous voulez. Du coup, c'est la difficulté d'exercice. Néanmoins, on a besoin de cadres et de catégories pour penser, pour organiser, pour structurer quelque chose. Donc, j'ai retenu qu'il y avait 6 ateliers qui avaient été conduits avec vous et qui sont en partie, on va dire, croisés avec ce que veut le PRSE 3, donc le plan régional santé-environnement numéro 3. Puisque là, vous avez seulement 4 thématiques qui sont portées pour des actions en matière de santé environnementale. Alors, les 4 thématiques, je les rappelle, c'est eau et littoral, air et espèces invasives, sol et agents physiques, habitat et espace clos. Alors, je me suis dit, du coup, on vous fait travailler sur développement durable et santé, sur les ateliers de ce matin. Je me suis dit, est-ce qu'on va retrouver la qualité de l'air et donc les espèces invasives? On les a retrouvées, j'en ai entendu dans les discussions. Est-ce qu'on va y retrouver les agents physiques? Assez peu. J'ai assez peu entendu parler des agents physiques, il faudra définir ce que c'est que les agents physiques. On a parlé des sols, donc c'est bien parce qu'il y a sol et agents physiques, mais il y a quand même, on a abordé la question des sols. On a parlé de l'eau et des ressources, un peu moins du littoral. Je n'ai pas entendu le mot, je crois, littoral. Si? Alors, je n'étais pas au bon moment, au bon endroit. On a parlé d'habitat, d'espace clos. Donc, on a quand même bien des recoupements qui sont faits entre les ateliers et les thématiques en santé environnementale. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qui ressort de vos débats? J'ai entendu, puisque vous êtes une bonne cinquantaine, à vous être exprimés à l'écrit, puis à l'oral. J'ai entendu des choses comme « il faut mobiliser les élus ». Je me suis dit, tiens, on parle d'abord des décideurs. Donc, les questions qui sont revenues sans cesse. Nos élus peuvent-ils porter un message fort, une volonté politique forte sur le développement durable? Je crois que c'est assez aujourd'hui entendu comme il y a une volonté politique du développement durable, parce qu'il y a eu des obligations, il y a eu, on va dire, une progression de la réglementation en la matière. Par contre, en matière de santé, c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup moins net. Et c'est un champ ou un domaine de compétences sur lequel les maires ne se prononcent pas. Donc là, il y a, entre guillemets, un écart entre une volonté de développement durable, exprimée, explicite, pas toujours comprise dans tous les termes, mais en tout cas, il y a une volonté de faire. En santé, c'est plus difficile et c'est plus, c'est plus long à construire. Une culture santé, puisque vous êtes les représentants ici des cultures développement durable, des cultures santé, la culture santé est plus difficile, plus laborieuse. Alors pour 2 raisons que moi j'essaye de porter, de véhiculer. La première, c'est que la définition de la santé qu'on a de l'avant OMS, c'est associé, c'est relié nécessairement à l'offre médicale. Bon. Donc dès lors que vous raisonnez santé, vous raisonnez offre de soins, et je l'ai entendu dans les tables, offre, on va dire, de services portés par le corps médical ou le corps soignant. Donc établissement, médecin, puisqu'on parle de désertification médicale, de déserts médicaux. Donc vous voyez, la santé est rapportée nécessairement à l'offre de soins au médical. Du coup, les élus s'emparent de la question de la santé en allant tout de suite sur le désert médical,
en allant tout de suite sur la maison de santé, en créant ou en faisant venir des services dédiés aux besoins des habitants sur les questions de santé. Donc du coup, l'aspect santé au sein de l'OMS, vision globale, santé physique, santé mentale, même j'allais dire santé sociale, est absente. Donc ça crée un premier écart. Le deuxième élément, c'est que la santé, même si elle n'est pas dans la culture des élus, elle n'est pas dans son domaine de compétences. Rarement, à part les métropoles maintenant qui se sont appropriés ce domaine de compétences, les collectivités portent la compétence santé, sauf volontaire. Il faut une démarche volontaire. On le voit de façon assez encore épisodique, malheureusement. Donc vous voyez, là, ça crée un écart assez fort entre ces deux cultures. Vous êtes les témoins, ou du moins les représentants, on va dire, d'une coalescence des cultures santé et développement durable. Ce qui est bien, parce qu'on en a besoin. Pourquoi ? Parce que derrière le développement durable, on y a toujours associé le volet environnemental ou écologique, le volet social aussi, bien sûr, lutter contre la précarité, le volet économique, développer une économie, mais rarement le volet santé. Si vous regardez les textes ou les projets portés de développement durable, de façon caricaturale, c'est toujours le volet énergétique, le volet changement climatique, bien entendu, le volet protection des milieux, des ressources, et rarement mis en avant la question de l'impact ou du risque de santé pour les populations. Du coup, là, c'est mettre en avant un enjeu qui vient, comment dire, en plus s'ajouter ou s'interférer, j'allais presque dire s'interférer, avec les autres thématiques du développement durable. Ce qui est d'autant plus difficile, du coup, à faire passer. Donc, mobiliser les élus, mais ça veut dire quoi les mobiliser ? Soit on les forme pour comprendre, soit on va les convaincre avec un argumentaire, un plaidoyer, qui font qu'ils s'approprient la question en disant effectivement, ça rentre bien dans les enjeux que je connais sur mon territoire, mais pas sous la forme auquel je m'étais préparé, qui est de l'offre de soins. Et là, on me demande de faire autre chose que de l'offre de soins. La deuxième chose que j'ai retenue, après mobiliser les élus et les former, les sensibiliser, les convaincre, c'est les compétences. Et là, il y a les compétences spécialisées, on en est entouré, puisqu'on a une culture de spécialisation dans les domaines des compétences. Or, on l'a bien vu dans l'étape, il faut des compétences qui soient transverses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vos compétences, il faut qu'elles aillent à la rencontre des autres compétences. Et là, c'est un exercice qui n'est pas évident, parce qu'il faut que des deux côtés, il y ait entente ou accord pour qu'on puisse dialoguer sur des compétences respectives. Et du coup, souvent, il y a un premier frein, une première résistance, qui est de dire, mais ce n'est pas dans mon champ de compétences, donc ce n'est pas mon affaire. Et là, il vous faut des médiateurs, je ne sais pas comment les appeler, des intercompétences à développer, pour que vous puissiez créer le dialogue. Alors j'ai eu quelques échanges, mais il y a des collectivités où cette culture de la compétence partagée, du dialogue des compétences, a émergé. Et là, c'est souvent une question on va dire, de culture transverse, de culture transversale, où on a une vision globale. Alors, il y a des disciplines qui les préparent peut-être mieux que d'autres, mais il y a aussi une question de posture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter que son champ de compétences n'est pas une fin en soi. Il trouve ses limites et qu'il va falloir aller franchir sa limite pour aller associer une autre compétence. Et là, ça veut dire que c'est une posture, c'est en fait une posture d'esprit. C'est-à-dire se dire, je ne peux pas me limiter à ma compétence et donc il faut que j'aille recruter, solliciter les autres compétences. Développement durable et santé nécessairement font appel, alors santé publique, je vais insister, font appel nécessairement à ces compétences qui vont se rencontrer. Donc là, il faut aller vers ces compétences transversales. Et du coup, ça me permet de faire passer un message. Je pense qu'il manque de nos organisations, je vais faire une métaphore, un chef d'orchestre. En gros, la métaphore de l'orchestre est très intéressante. Vous avez, ici même, vous êtes 50 instrumentistes. C'est-à-dire vous avez tous un instrument dont vous avez acquis la méthode, la pratique, la connaissance, et vous savez jouer de votre instrument. Mais dès lors qu'on est sur des enjeux collectifs, des questions d'intérêt public, des questions de global, d'enjeux globaux, il faut nécessairement, bien sûr, avoir une partition, si possible la même, le plaidoyer sera peut-être une partition commune, mais il faut nécessairement accorder ses violons. Et c'est là où il y a besoin, à un moment donné,
que le chef d'orchestre soit un peu l'harmonisateur de l'ensemble. Et je déplore que dans nos organisations, on manque de chefs d'orchestre. C'est-à-dire qu'on va faire un recrutement par secteur, par domaine de compétences, par discipline. Et c'était soulevé à l'occasion tout à l'heure sur cette compétence du recrutement de ressources humaines. On est vraiment sur une culture de la ressource humaine, à savoir comment je vais pouvoir composer un orchestre dans lequel tous mes instrumentistes vont pouvoir composer avec les autres instrumentistes. Et là, le développement durable, c'est nécessairement la mélodie, justement, ou la capacité à faire vibrer, composer ensemble sur une même partition, parce que vous pouvez tous avoir la même partition, mais pas du tout respecter ni le tempo, ni le rythme donné par le chef d'orchestre. Donc il faut quelqu'un qui va vous donner la mesure et qui va vous réguler la mesure. Et je crois qu'il manque cette compétence-là dans nos organisations. C'est vraiment la lecture que j'en fais aujourd'hui, et je trouvais que c'était assez flagrant ici. Donc voilà, j'en profite pour insister. Alors la compétence, celle-ci, c'est une compétence en fait de coordination. C'est un mot qui est revenu souvent, savoir coordonner. Et qui dit coordonner, ça veut dire connaître les autres instruments sans nécessairement savoir en jouer. C'est-à-dire que mon chef d'orchestre, on ne lui demande pas de savoir jouer tous les instruments de son orchestre. On lui demande de connaître peut-être un instrument, parce qu'il en est praticien d'au moins un, de connaître la mélodie, la musique et son algèbre, j'allais dire. Mais on ne lui demande pas de jouer tous les instruments. Donc par contre, il faut qu'il ait connaissance de où les autres instruments prennent place dans une temporalité. On a parlé beaucoup du temps, la projection sur les 30 ans à venir, par exemple, ou dans un espace. Vous voyez bien, un orchestre va être réparti dans un espace de façon à ce que justement chacun puisse porter sa voix, j'allais dire, sa musique, de façon harmonisée. Donc ça, c'est très important, c'est une compétence qu'on oublie souvent, la coordination. La deuxième compétence, c'est celle de l'animation. Alors, c'est bien d'avoir réuni tous les instruments, réuni toutes les compétences et avoir le chef d'orchestre. Mais en fait, il va animer pendant des heures et des heures, d'abord l'entraînement de son orchestre. Ah oui, on va répéter. Et donc, l'exercice que vous faites aujourd'hui, j'espère, n'est qu'une première phase, une répétition, il va falloir conduire. Donc répéter pour se mettre, pour accorder encore une fois nos instruments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un temps dévolu à l'accord de nos instruments. Et là, c'est la parole, le langage qui nous permet, on va dire vite, d'accorder nos violons, c'est-à-dire de trouver un langage commun. De ce que j'ai entendu, il me semble qu'il y a déjà une base de langage commun. Parce que vous êtes dans une culture développement durable ou santé, promotion santé, qui fait que vous savez déjà, vous arrivez déjà à vous comprendre, vous arrivez à vous entendre. Donc ça, c'est une bonne base. Mais il faut répéter ensuite ensemble pour être sûr qu'il n'y ait pas de dyschronie entre vous. Et là, ça demande une compétence d'animation. C'est-à-dire qu'animer, c'est vraiment, au sens étymologique du terme, donner une âme. Et je pense que ça, c'est une vraie compétence. Souvent, on la mésestime. On dit souvent, c'est un animateur. Oui, mais un animateur, c'est justement une personne qui a une capacité d'insuffler une âme à un groupe et de lui faire vivre ensemble les moments clés où il va falloir peut-être redonner la motivation, fixer des objectifs, assurer un suivi, relancer un acteur, réaccorder les violons aussi, parce que du coup, parfois, il y a une dysynchronie qui fait qu'il faut se remettre ensemble pour être sûr qu'on est dans le même tempo. Et peut-être parfois de redéfinir les termes du contrat initial. C'est-à-dire, mettons, s'il y a un plaidoyer, les termes sur lesquels on s'est entendu pour faire valoir le développement durable ou la santé environnementale. Donc ça, c'est une compétence qu'on oublie souvent et je prône vraiment aujourd'hui la nécessité d'avoir des compétences en animation territoriale, parce qu'il faut dire le mot, sur ces champs de développement durable et de santé environnementale. Voilà les premières choses que je voulais vous faire passer. Alors du coup, vous êtes ici à peu près 50. Je me dis, mais vous êtes peut-être les pionniers ou les premiers à apporter, pour demain, des actions sur, mettons, les 5 ans à venir du PRSE 3, ou d'actions locales développement durable, à être soit ce qu'on pourrait appeler des ambassadeurs ou des référents, et qui vont avoir besoin de créer du réseau. Alors ça, c'est la dimension réseau que je voulais aborder. C'est très bien lorsqu'on est dans sa collectivité locale et qu'on arrive à insuffler une dynamique, faire valoir les compétences entre elles pour travailler ensemble, mais à un moment donné, on a besoin de se dire, mais est-ce que l'entreprise ou l'expérience que l'on a engagée ici, elle peut se situer par rapport à d'autres? Et là, on a besoin des réseaux d'acteurs pour échanger les pratiques. Et de savoir effectivement comment on se situe les uns par rapport aux autres. L'expérience d'une collectivité comme la vôtre peut-elle à un moment donné être partagée, presque comparée, évaluée par rapport à d'autres qui voudraient initier la même démarche?
tout en sachant que le contexte n'étant pas le même, on n'aura pas les mêmes éléments, on n'aura pas les mêmes acteurs, on n'aura pas les mêmes ressources. Et ça, c'est important, pourquoi? Parce que ça permet de situer l'avancement de son action et aussi de faire de l'échange de pratiques. Les erreurs des uns servent justement pour que les autres ne fassent pas les mêmes erreurs, ou échappent peut-être à certains écueils qu'ils pourraient rencontrer au fil de leur démarche. Et donc cette expérimentation que vous avez eue, c'est de la partager avant même peut-être d'en avoir fait le bilan. Parce que du coup, si vous arrivez trop tard au terme du bilan et que vous ne faites pas uniquement d'un échec, vous n'allez pas motiver les autres collectivités locales. D'où le point que j'avais soulevé depuis ce matin un petit peu en disant évaluez vos projets pour que vous évitiez, avant de vous retrouver au bilan de votre action, de se dire non, finalement, tout ça pour rien, ça n'a pas pris, on a un bilan négatif, et peut-être que l'évaluer en amont, c'est mieux anticiper sur les écueils à venir. Alors quand je dis évaluer, c'est-à-dire que se donner quelques moyens de suivre et d'avoir des indicateurs de suivi d'une action par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, notamment, si je prenais un exemple des mobilités actives, j'en parlais ce matin, en disant, mais quels vont être les changements de pratique sur les mobilités, dont on fait tous la promotion au terme de la santé, pour la préservation de l'environnement, quels sont les changements de pratique chez nos usagers de passage d'un mode de transport à un autre? De l'observer à travers une enquête ménage, certes, mais parfois de l'observer aussi à travers une enquête satisfaction, une enquête sur le terrain, par exemple, de l'attractivité d'une voie cyclable. Parce que vous pouvez avoir aménagé une très belle voie cyclable, et vous verrez parfois passer un cycliste par jour. La question est, mais comment ça se fait? Ils ont un espace qui leur est dédié. Mais un cycliste, c'est autre chose qu'un simple bolide qui veut traverser en 2 roues un espace, c'est qu'il a besoin de se sentir en sécurité. C'est qu'il a besoin d'être équipé. D'avoir un vélo qui tienne, bien sûr, qui soit possiblement ramené chez lui ou qui soit disponible sur la voie publique, surtout qu'il sache où le faire stationner en arrivant, que le stationnement soit sécurisé pour ne pas se faire voler, et j'en passe, et qu'il y ait la continuité du tracé. Parce que combien de fois, en faisant du vélo, je me suis rendu compte, à un moment donné, la piste cyclable s'arrête, net, et je débouche sur une 4 voies, ou une 3 voies, ou une 2 voies. Le cycliste n'est pas incité. Donc, quels sont les espaces incitatifs ou promoteurs pour les mobilités actives? Ça s'évalue au regard non seulement de l'infrastructure. Nous avons construit tant de kilomètres de pistes cyclables, je le vois partout affiché maintenant dans les collectivités locales. Je trouve que c'est très bien de nous donner un ordre de grandeur du kilomètre qui a été tracé, mais ça ne me donne pas la fréquentation de cet espace. Et donc là, ce serait intéressant d'avoir ce type d'indicateur. Après, j'ai retenu expérimenter sur les territoires avec différentes échelles d'action. Et ça, je crois que c'est essentiel pour vous. C'est à quel échelon vous vous situez. Est-ce que j'agis au niveau intracommunal dans un quartier, comme on nous a rapporté des expériences? Très bien, ça permet d'avoir défini un périmètre d'action et d'intervention. Ou est-ce que j'agis au niveau communal ou intercommunal, ou au-delà, et de définir dans ces échelles d'action en temps et en espace, quels sont les leviers qui permettent d'agir à cet échelon. Et là, on a parlé notamment des documents de planification, c'était intéressant. Est-ce que j'agis au niveau de mon plan local d'urbanisme, ou est-ce que ça relève du SCOT? On a une vision beaucoup plus large des territoires, des bassins de vie, avec plusieurs intercommunalités qui vont avoir une même orientation du développement économique, environnemental et social, puisqu'on est sur une logique quand même de développement durable des territoires. Donc voilà, il faut définir à quel échelon vous pouvez agir. Je vais vous donner mon point de vue, il n'est que le mien. En tout cas, en termes de santé publique, il y a une chose qui me semble de plus en plus forte, c'est le besoin d'avoir une offre de services de proximité en santé, et pas seulement une offre médicale, mais une offre en service le plus proche de l'habitant, le plus proche de l'usager. Et je sortais d'une réunion, ne serait-ce que vendredi dernier, c'est la ville, presque la commune au sens d'établissement communal, qui devient le point d'ancrage de l'usager qui a besoin d'une proximité et d'avoir une interaction forte avec les services. Parce que face à un mouvement qui est de plus en plus de restriction des services, ou même de disparition des services, vous allez avoir une demande sociale d'autant plus forte d'avoir un interlocuteur identifié, socialement abordable, on va dire, physiquement abordable, pour aller au-devant de ces services. Je vais caricaturer. En gros, si la mairie ne s'entoure pas des services qui touchent la santé, l'habitat, le logement, qui touchent l'emploi, je pense que vos usagers vont avoir le sentiment d'être perdus dans un environnement qui est de moins en moins présent au sens accessible au quotidien. Donc, expérimenter à l'échelon communal, ça me paraît vraiment être le premier niveau essentiel pour se rapprocher de l'usager et l'impliquer, l'associer à des démarches dites de développement durable ou de santé publique.
Voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps. Encore 5 minutes. Ça me permet de clôturer. Donc voilà, c'était mes premiers messages à faire passer. Alors après, je vous ai dit coordonner, animer, mobiliser les élus et puis être au plus près de l'habitant, si ce n'est que l'habitant, parfois, va se sentir ou non légitime, ou trop éloigné, ou pas concerné. Et donc, c'est comment le faire participer, puisque toutes les tables ont abordé la question de la participation des usagers. Alors, moi, je vous avoue qu'il y a la disponibilité des usagers qui aussi n'est pas toujours la même, entre ceux qui travaillent, ceux qui ont une charge de famille et d'autres responsabilités. Et donc là, les mobiliser, c'est aussi leur faire trouver leur intérêt à être engagés dans une action. Donc on a parlé des compétences tout à l'heure. L'usager ne se sent pas compétent, rarement compétent. Par contre, il a souvent ou une appétence pour un domaine. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'être participant à un projet de construction de l'habitat participatif demain, par exemple. Ou alors, il a un intérêt direct parce qu'il est préoccupé par la scolarité de ses enfants, mais il a besoin de savoir comment va se mettre en place une prochaine école maternelle ou une crèche, et donc besoin d'un service. Et donc, à travers ces besoins ou ces centres d'intérêt, vous pouvez faire participer les acteurs locaux à une démarche concertée. Après, c'est le maintenir dans la durée, parce qu'on sait bien qu'il y a toujours l'épuisement dans la durée. Ça, c'est un facteur important parce que, au début, dans la démarche, quand on l'initie, il y a une sorte d'enthousiasme, et puis il y a l'usure. Et donc, réactiver la motivation, c'est ce qui est souvent le plus difficile. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des indicateurs de suivi. C'est tant que vous ne donnez pas des résultats d'avancement d'une action, à un moment donné, il y a insatisfaction. Et si vous ne montrez pas à petite échelle, à courte échéance, on a atteint tel résultat, par exemple, mise en place d'un compost dans un espace partagé. C'est bien le compost, il y a une motivation à contribuer à cette échelle. Et je peux vous dire qu'il y a des situations où le compost est devenu totalement non géré. Non géré parce qu'il y a eu un abandon, un délaissement de l'espace au fil du temps, et du coup ça devient un espace plutôt de nuisance. Hein. Ça attire des animaux nuisibles, ça attire des odeurs, enfin voilà. Et du coup ça inverse totalement la logique positive qui était initiée, au final avec un abandon de l'espace. Et donc là je crois qu'il y a besoin encore une fois de ces fameux animateurs, quel que soit l'échelon. Il vous faut des référents d'animation au plus proche des acteurs pour conserver, maintenir la motivation avec des résultats. Nous avons fait, mettons, un bilan de compost de tant de tonnes, ou de kilos, qui nous a permis de valoriser tant de terres. Nous avons produit tant de légumes à partir de tant de terrains fertilisés. Et je crois qu'il y a besoin de ces indicateurs-là pour pouvoir redonner, on va dire, de la motivation aux acteurs. Pour ça, j'insistais tout à l'heure un peu de façon incisive sur les indicateurs, parce qu'il y en a besoin pour que non seulement vos décideurs eux-mêmes se rendent compte de l'avancement des actions et de pouvoir les reconduire, mais même les acteurs les plus participatifs ont besoin de ces indicateurs qui leur redonnent d'abord une reconnaissance de leur participation et un point d'avancement dans l'évolution par rapport à une année N-1. C'est intéressant de le faire sur plusieurs années, de se dire, wow, en 3 ans, quel progrès, quel avancement dans une démarche collective. Et donc, je voulais finir sur cette question des évaluations en disant, c'est le plus en amont possible qu'on doit penser à l'évaluation d'une action à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que très souvent, les actions qu'on a conduites, au final, on n'arrive plus, si ce n'est bien sûr à en faire le bilan, mais on n'arrive plus à savoir si on devait la reconduire demain, ce serait exactement dans la même condition. Si vous n'avez pas les indicateurs qui vous disent là où il y a eu erreur et rectification, on peut reconduire des actions sans avoir le retour d'expérience de ce qui aurait pu être mis en échec, ce qui a pu mettre en échec, de ce qui a au contraire pu donner un regain aux acteurs dans la réussite de l'entreprise. Donc il faut vraiment avoir ce suivi avec des indicateurs le plus tôt possible. En matière de développement durable, vous avez des batteries complètes d'indicateurs. En santé publique, on est un peu plus fragile. On a souvent des indicateurs d'état de santé, on va dire sanitaire des populations, de morbidité et de mortalité, mais il y a peut-être des indicateurs qualitatifs de qualité de vie qui sont intéressants, dont on peut se saisir. On parlait tout à l'heure avec cette enquête de satisfaction des usagers, qui font un retour sur, effectivement, si ça répondait à un besoin, une attente, une aspiration qu'ils ont eue d'une action qui a été mise en place au plus près d'eux.
Voilà, donc je voulais terminer sur ce point-là, mais vous dire donc pour la suite, hein, moi je pense que vous êtes les meilleurs acteurs sur les 5 territoires et les départements de la région pour être des référents qui allaient initier, engager et mobiliser des compétences. Je crois qu'il faut garder cette dynamique collective. Mais vous allez avoir, pour moi, comment on pourrait dire, deux défis. Le premier, c'est, je l'ai dit initialement, c'est convaincre les décideurs et les élus sur ces enjeux de culture, développement durable et de santé publique. Voilà, donc former, sensibiliser et convaincre, gros travail. Et puis après, c'est mobiliser autour de vous toutes les compétences qui peuvent être associées autour des enjeux de santé environnement ou de santé et développement durable, autour de vous pour avoir des actions concertées dans des cadres quand même, qu'il faut dire, nos institutions qui sont très très segmentées, hein, on l'a entendu, on l'a vu, dès lors qu'on est sur des documents de planification, chacun raisonne encore pour un petit bout de la lorgnette, hein. Je suis sur un PDU, plan de déplacement, ok, je ne raisonne pas habitat, mais c'est faux. C'est faux. Tous ceux qui se déplacent, qui sont dans la mobilité, ont nécessairement un lieu de résidence, qui crée de la distance par rapport à un lieu de travail, qui crée une distance par rapport à un service. Et donc, raisonner habitat, logement, mobilité, espace de travail ou service économique, je dirais que c'est une chaîne complète. En fait, on travaille sur des chaînes de services à proposer à nos acteurs sur les territoires. Et c'est cette logique peut-être de chaîne qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on travaille trop souvent sur un mode, on va dire, tuyau d'orgue, comme on a appris l'habitude de le faire. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre participation et de tout l'enrichissement que j'ai pu avoir grâce à vous dans cette journée.